Pour comprendre la Révolution française, on n'a pas d'autre choix, parce que nous sommes français, parce que nous sommes directement concernés, de rebondir sur ce qu'ont été ces enfants, c'est-à-dire ce qu'était la révolution turque, ce qu'a été la révolution russe-soviétique, ce qu'a été le national-socialisme, le polpotisme, le maoïsme, etc. Et en fait, ce sont ces différentes aventures terroristes du XXe siècle qui nous permettent de mieux comprendre rétroactivement la nature profonde de la Révolution française. C'est si vrai, j'expliquais tout à l'heure à vous, madame, que ce qui s'est passé en Russie et en Union soviétique, alors excusez-moi, je vais parler d'Union soviétique, c'est plus simple, même si l'Union soviétique est née après le coup d'État de Lénine, donc pour simplification de langage, je parlerai d'Union soviétique en conscience. Ce qu'on a fait en Union soviétique a été fait par rapport à une expérience matricielle. C'est-à-dire que Lénine, très tôt, je vous conseille de lire le livre de Stéphane Courtois qui vient de sortir chez Perrin, Lénine, tout simplement. Et Lénine s'est ancré dans l'expérience révolutionnaire française et plus précisément dans l'expérience de la Vendée où il a séjourné pour essayer d'embrasser l'expérience d'extermination et d'anéantissement de la Vendée. Et ce n'est qu'une fois qu'il a compris ça, qu'il est allé vers la révolution que nous connaissons et qu'il a appliqué les méthodes terroristes qu'il a découvertes en Vendée, puis bien entendu à Paris, et ça a donné les crimes incroyables commis par l'Union soviétique. Et ce qu'on ne sait pas, et ce qu'on ne sait moins, c'est qu'Adolf Hitler va s'appuyer sur cette expérience soviétique pour lui-même imposer la terreur dans l'Allemagne, et on connaît les conséquences, et tous les grands leaders communistes par la suite, je pense à Pol Pot, Ho Chi Minh, etc., étaient tous travaillés en profondeur par l'expérience française du terrorisme. Alors, souvent on parle du terrorisme en trois phases. Et je vais, durant la conférence, confondre aussi bien l'expérience française de la terreur que les autres expériences du XXe siècle, que ce soit l'expérience léninienne, stalinienne, hitlérienne, etc. Et pour bien comprendre le mensonge qui a été fait autour de l'expérience soviétique, il faut lire ce dernier livre de Courtois. En gros, j'explique. On a voulu faire croire, à partir de 1953, c'est-à-dire à la mort de Staline, que l'expérience communiste avait été déviée par Staline et que Lénine était le bon, le génie, et que le mauvais, le sadique, c'est Staline. Pas du tout. Staline est bien le fils de Lénine. Et le premier terroriste dans le système, ce n'est pas, contrairement à ce qu'a voulu faire croire le Parti communiste et l'international communiste, par la suite, Staline, pas du tout. C'est son fils. Il n'a fait que reprendre les méthodes de son père, qui est Lénine, et je vais vous les expliquer comment. Alors, la terreur et le terrorisme, ce sont 4 phases. La première phase, qui est une phase naturelle, c'est la phase conceptuelle. C'est-à-dire que certains, pour X ou Y raison, par rapport à une confrontation de pensée, par rapport à une expérience personnelle, par rapport à des obsessions, etc. Je viens de découvrir, par exemple, tout à fait par hasard, que les Anglais avaient viré d'Angleterre Marat parce qu'ils le considéraient comme un fou.
Et quand on sait ce qu'est devenu Marat et l'influence qu'il a eue au sein de la Révolution française, on comprend les Anglais. Quand on étudie la vie de tous les grands généraux qui ont sévi en Vendée, ils ont un point commun, ce sont des tarés, des alcooliques. Je pense par exemple à Turreau, qui parfois était tellement saoul qu'il ne pouvait pas tenir à cheval, etc. Donc, la première chose, c'est concevoir quelque chose d'incroyable qui est très simple. Je suis parfait, l'autre, s'il n'adhère pas à ce que je suis, il est imparfait. Mais mon rôle, puisque je suis parfait, va être de le rendre parfait. Donc je vais faire tout un travail pour qu'il adhère à ce que je suis, pour qu'il devienne parfait. Par contre, s'il ne veut pas devenir parfait, eh bien je vais devoir l'éliminer. C'est ça la base de la pensée. C'est Rousseau. Rousseau a tout dit en la matière. Celui qui ne pense pas ce que je pense n'a pas le droit de vivre. Mais plus proche de nous, je vais vous prendre un exemple, Jean-Paul Sartre. Celui qui n'est pas communiste est un chien. Jean-Paul Sartre. C'est exactement la même chose. Mais les slogans de la Révolution française, c'est ça. La liberté ou la mort. C'est-à-dire celui qui n'adhère pas au concept de liberté tel que moi je le définis, il ne peut pas vivre. Donc il est condamné à mort. Et si on va aller plus loin, et je vais sans doute vous choquer, relisez bien la Déclaration des droits de l'homme en France. Regardez-la avec hauteur. Et si vous la regardez avec hauteur, vous comprendrez beaucoup mieux pourquoi elle ne pouvait pas devenir universelle. Et celle qui est devenue universelle, c'est celle des États-Unis. Pourquoi? Parce que la Déclaration des droits de l'homme en France, elle s'assoit sur la loi. Or, la loi, par nature, est subjective, elle est évolutive. Tout homme est libre, conformément à la loi. Mais on va vous juger les religieux ici par rapport à la Déclaration des droits de l'homme. Parce que la Déclaration des droits de l'homme a évolué. Et les gens sont libres s'ils adhèrent au système. S'ils n'adhèrent pas au système, ils n'ont pas le droit de vivre. Et ce, conformément à la Déclaration des droits de l'homme, eh bien, on le conduit à la mort. Parce que tout est conditionné. Regardez, la propriété privée est inviolable en France selon la loi. La propriété privée est inviolable? Tiens donc. C'est nouveau. On n'a pas l'impression du tout que la propriété en France soit inviolable, puisque un maire peut très bien, pour des raisons X, Y, prendre 10% de votre terrain gratuitement s'il n'a pas de mur. Il ne faut pas que je vous dise ça, vous allez en profiter. C'est ce qu'on m'a fait dans mon village. Le maire est arrivé en me disant « Tiens, je vais te prendre 10% de terrain parce que j'ai besoin d'agrandir la route. »« Ah bon, combien vous me donnez ?»« Rien, j'ai le droit de le faire. » « Ah bon, mais je croyais que la Déclaration des droits de l'homme disait que la propriété privée en France est inviolable. »« Ah oui, bien sûr, selon la loi. Or, la loi a prévu que... » Vous voyez, on est dans la subjectivité des choses. Et si la propriété des droits de l'homme est inviolable, pourquoi on a spolié l'Église? Ah tiens donc. Si la propriété est inviolable, comment peut-on prendre les biens d'Église? Ce n'est pas une propriété privée? Eh bien, on a adapté, on a voté une loi pour. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, justement, la Déclaration des droits de l'homme n'est pas naturelle. Elle n'est pas objective. Elle est subjective parce qu'elle s'assied sur le légal. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'on a conçu les choses, eh bien, certains hommes se disent il faut s'emparer du pouvoir pour imposer nos idées. Ce qui est extraordinaire, il y a un point commun en toutes
dans tout ce genre de révolution terroriste, c'est que c'est une extrême minorité qui, par la violence, va s'emparer du pouvoir. Il n'y a aucune différence fondamentale entre la Révolution française, la Révolution soviétique, je mets à part la Révolution nationale-socialiste, et vous verrez pourquoi. Les révolutions par Pol Pot, etc. C'est une extrême minorité qui prend le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'elle est agissante et d'une extrême violence qui fracasse. Parce que la révolution en France s'impose par la violence, parce que la civilisation française au XVIIIe siècle est extraordinairement sophistiquée, extraordinairement policée. Et on ne peut pas imaginer qu'il puisse arriver de telles horreurs. On ne peut pas imaginer l'arrestation du roi. On ne peut pas imaginer l'élimination de la famille royale. On ne peut pas imaginer la séquestration des gens. On ne peut pas imaginer, ça vous paraît banal parce qu'on vous a éduqué, qu'on puisse guillotiner les gens à l'infini. Regardez comme vous êtes bouleversés, troublés lorsque Daesh coupe une tête et la présente. Ça vous glace. Et pourtant, ça vous glace parce que vous vivez dans un univers sophistiqué, évolué. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on a fait il y a 200 ans. Vous voyez, les choses sont relatives. Bien. Alors pourquoi il y a une différence avec le national-socialisme? Parce que Hitler est arrivé légalement au pouvoir. Et c'est le seul en la matière. C'est ça qui est incroyable. Alors, une fois qu'on prend le pouvoir, eh bien, on va imposer à l'autre le concept que s'il n'adhère pas, il doit être éliminé. Alors, comment une extrême petite minorité peut imposer à la majorité l'adhésion à ce qui est contre nature, ce qui est violence, etc. Eh bien, par une méthode que l'on retrouve partout, une méthode de gouvernement qui s'appelle la terreur. Les mots ne sont pas du tout innocents. Ce mot va être utilisé par les révolutionnaires français, va être utilisé par Lénine, va être utilisé par Staline, par Hitler, etc. Ce sont toujours les mêmes mots. Alors la terreur, c'est quoi? C'est un système qui va fracasser l'individu dans ses 4 dimensions. La première dimension, c'est lui-même. C'est-à-dire qu'on va lui dire, tu dois penser ce que l'on veut que tu penses. Si tu ne penses pas ce que l'on veut que tu penses, tu vas être soit estradé, déporté, tout ça sont des mots de la Révolution française, dès 1790, emprisonné ou éliminé. Deuxièmement, on va fracasser les structures. Ça veut dire qu'on va faire table rase de toutes les structures pour y supplanter une nouvelle structure qui elle-même sera de nature terroriste. Alors vous me direz, je ne comprends pas trop là. Ben si, je vais vous expliquer. C'est-à-dire que les communes étaient gérées soit par un système municipal, je ne sais pas si c'est le cas d'Orange, sous l'Ancien Régime, ça dépend des communes, soit par une structure religieuse qui s'appelle la fabrique. D'ailleurs, je rappelle que sous l'Ancien Régime, contrairement à maintenant, l'exécutif est responsable sur ses biens propres de sa bonne gestion. Je répète, l'exécutif, monsieur et madame le maire, est responsable de sa bonne gestion sur ses deniers propres. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on élit toujours des gens qui ont de l'argent. Ce n'est pas une mesure élitiste. C'est parce qu'ils sont responsables sur leurs biens propres.
ça changerait, il me semble, beaucoup de choses. Et on aurait sans doute beaucoup moins d'énarques au gouvernement. Et le maire, à l'époque, il n'est pas du tout élu. Le maire, il est nommé par le pouvoir central jusqu'en 1884, si ma mémoire est bonne. Ça veut dire que le maire n'est pas du tout le représentant de la base. Il est l'agent d'exécution de l'État, ce qui change tout. Et que lui-même va être un organe de la terreur, puisqu'il est le représentant de l'État. Ça veut dire que les gens se trouvent confrontés directement, sans protection, par rapport à un système national qui s'impose. Et d'ailleurs, c'est si vrai. Quels sont les principaux moteurs de la terreur? Si je vous parle de Carrier, ça vous dit quelque chose? Mais Carrier, il a quoi comme fonction? Eh bien, il est député. Ça veut dire que tous les grands terroristes, tout à l'heure je suis allé dans le village à côté, c'est Goupillot, il est député. Ça veut dire que tous les organes, tous les éléments, tous les systèmes, tous les rouages sont issus, sont animés par ceux-là même qui ont mis en œuvre la loi. Eh bien, il n'y a plus aucune protection individuelle. Et c'est bien pour ça que les gens sont fracassés individuellement, fracassés dans leur structure. Reste le problème du religieux. Quelle est la seule force qui soit capable de faire face à ce terrorisme? Une force organisée, structurée et qui s'est reproduite au plus bas niveau. Eh bien, c'est l'Église. Mais c'est vrai aussi bien en France révolutionnaire qu'en Russie, Union soviétique, mais aussi qu'en Allemagne, national-socialiste, etc., etc. Le seul contre-pouvoir qui existe, c'est l'Église, à la fois l'Église séculière et l'Église régulière. Et ça, c'est la première fois dans l'histoire contemporaine qu'on a, au plus haut niveau terroriste, compris la force de ce contre-pouvoir. Et on va retrouver cette politique systématiquement à travers tous les systèmes terroristes du XXe siècle. Alors on va faire trois choses. L'argent, c'est le nerf de la guerre. La première chose, on va déposséder l'Église de ses biens, je répète, qui sont privés par nature, alors que constitutionnellement, par rapport à la Déclaration des droits de l'homme, les biens privés sont inviolables. Donc on a voté une loi en disant, bah oui, les droits privés sont inviolables, mais n'empêche que les droits privés de l'Église, eh ben, on les nationalise. Vous voyez? Acte terroriste. Bien. Ça veut dire qu'on va déposséder l'Église de ses moyens pour vivre. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que le prêtre, le religieux, peut faire face à cette situation, tout simplement parce que la population est scandalisée et va l'aider, naturellement. Alors on va lui demander une deuxième chose, le serment constitutionnel. Je suis toujours surpris qu'en France, ça paraît tout à fait banal. Je jure fidélité à la Révolution française. Vous vous imaginez, vous, lever la main en disant « Je jure fidélité à notre chef, M. Macron ». C'est quelque chose de conceptuellement impossible. Pourquoi ce qui serait vrai un jour ne le serait pas vrai un autre jour? Et bien entendu, il est tout à fait naturel que la majorité des prêtres, par nature, en raison même de ce qu'ils sont, refusent. Et la terreur a créé une arme
incroyable qui est la loi. Cette loi, vous naissez, vous vivez et vous mourrez avec elle. Ça vous semble naturel, normal. Et ça vous semble naturel que la France ait une loi qui est très spécifique. Elle est une et indivisible. Je répète, la loi française, elle est une et indivisible. C'est la base même du totalitarisme. Ce qui donne quoi, par exemple? Eh bien, que la France de 1790 décide que la seule langue en France sera le français. Ça vous paraît évident parce que tout le monde parle français. Mais en 1790, qui parle français en France? 40%. Moi, je viens de Bretagne, 30%. Ça veut dire que tous ceux qui ne parlent pas français, par nature, sont passibles de la loi. Alors vous me direz, non, vous exagérez. Je vais prendre un exemple précis. Si l'Europe aujourd'hui décidait que la loi européenne serait une et indivisible, et qu'aujourd'hui, la seule langue serait l'allemand, et que celui qui ne parle pas allemand, eh bien, il serait passible de la loi, c'est-à-dire une amende, la déportation, le camp de concentration, je ne sais pas quoi. Vous seriez, mais stupéfait. Eh bien, pourtant, c'est bien ce qui s'est passé. Je prends un autre exemple. On décide... Alors, je prends un exemple précis. La nuit du 4 août. L'abolition des privilèges. Alors ça vous semble normal, banal. Parce que vous parlez du mot privilège au sens de privilégié, c'est-à-dire celui qui a des avantages. Mais ce n'est pas du tout ça au XVIIIe siècle. Le privilège, ce sont les lois particulières. Ça veut dire que chaque province, dans le cadre d'union à la France, qui correspondent d'ailleurs à des traités internationaux. En tant que Breton, l'union de la France et de la Bretagne de 1532 est un traité international, négocié entre deux pays souverains, qui fait que, dans le cadre de l'union, sous l'autorité du roi, qui est le père de la patrie, de la France, il ne peut pas être père des Français. Eh bien, la Bretagne va conserver ses lois, ses coutumes, son Parlement et ses États. Ce qui fait qu'en 1789, la Bretagne paye 1,6% d'impôts. 1,3, excusez-moi. Mais la moyenne française, elle est de 6. Ça veut dire qu'avec l'abolition des privilèges, des lois particulières, eh bien, les Bretons se retrouvent à payer 2 fois plus d'impôts. Vous imaginez la colère des gens? C'est comme si on vous doublait vos impôts, vos prélèvements sociaux à l'heure actuelle, qui passeraient de 58% à 116%. Vous imaginez votre colère? Je rappelle qu'en France, il y a 8500 foyers fiscaux qui payent plus de 100% d'impôts. Je vous rappelle. Bien. Vous imaginez le choc que ça peut être? Mais c'est vrai en Union soviétique, où on va décider, conformément à la loi, une et indivisible, que la propriété privée va être abolie. Que le prêtre, s'il ne prête pas serment, c'est la même chose, va être lui-même déporté, exterminé, etc. On a été directement d'ailleurs à l'extermination en Union soviétique. Mais même chose dans l'Allemagne nationale-socialiste. Savez-vous combien Hitler a exécuté de prêtres catholiques? 2000. Savez-vous combien il a exécuté d'évêques? Plusieurs dizaines. Etc., etc. Je ne vous parle pas de Pol Pot, etc. Toujours les mêmes méthodes. Parce que l'Église est un contre-pouvoir. Alors, une fois que les prêtres ont refusé le serment constitutionnel, ils rentrent dans la clandestinité. Et bien entendu, on va les poursuivre, on va les exécuter, etc. Plus de contre-pouvoir. Et donc, on va généraliser. Alors, pour faire adhérer pour que les révolutionnaires fassent adhérer la masse de la population, elle va, ce qu'on va faire, la régénérer. Tout ça, ce sont des mots de la Révolution française, mais que vous retrouvez chez Lénine, Staline, Pol Pot, Hitler, etc. C'est-à-dire changer les esprits pour qu'ils deviennent eux-mêmes révolutionnaires.
pour que le père soit contre son fils contre son père, le frère contre la sœur, etc., etc. Et on va créer des systèmes d'éducation. Les mots ne sont jamais innocents. Et un peu partout, on trouve le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale. Vous retrouvez ça aussi bien en Allemagne nazie que chez Pol Pot, etc., ou même chez nous. Une idée, une structure. Et puis celui qui malgré tout refuse, il doit être éliminé. Et donc ça, c'est le troisième élément. L'élimination, c'est le troisième type de fracas. Alors, et c'est ça qui est incroyable, comment peut-on éliminer massivement les gens qui refusent de se faire régénérer ou qui refusent d'adhérer? Et en cela, vous êtes une expérience ici. C'est-à-dire que lorsque pour la première fois dans l'histoire contemporaine, le peuple souverain, en conscience partagée, décide l'élimination d'une partie de lui-même, pour des raisons évidentes. Par exemple, éliminer tous les membres de la famille royale parce qu'ils sont membres de la famille royale. Éliminer tous ceux qui pourraient ressembler au roi. Ce qui est vrai en France est aussi vrai en Russie, etc. Bien. Éliminer tous les cadres d'anciens régimes qui pourraient faire contre-pouvoir. La noblesse. C'est pour ça que systématiquement, on élimine les nobles parce qu'ils sont nobles, y compris les révolutionnaires qui pourtant adhèrent. C'est vrai en France, c'est vrai en Russie, c'est vrai sur toute la lignée. Alors une fois qu'on a fait ça, ils se sont dit, il faut aller plus loin. Le clergé, je vous l'ai expliqué. Puis bien entendu, les plus grands anti-révolutionnaires, c'est la paysannerie. Et c'est bien pour ça qu'on va arriver à des massacres de masse de paysans, qui s'appellent laboureurs, koulaks, etc., etc., parce qu'ils sont contre-pouvoir. Alors, c'est un travail incroyable, d'une violence extrême, et c'est pour ça que la Révolution française est la matrice de tout ce système d'élimination de masse. Parce que l'élimination de masse est très compliquée. Pour commencer, elle est massive. Et ces gens qui vont se faire éliminer refusent de se faire éliminer, donc vont se débattre, combattre, réagir, etc. Et puis il faut trouver les bourreaux. C'est extrêmement difficile de trouver des bourreaux qui veulent éliminer son frère. Alors il faut faire 3 choses au niveau des bourreaux. Pour commencer, il faut s'appuyer sur des structures structurées, l'armée. L'armée. C'est pour ça que nous avons l'armée révolutionnaire, mais qui va après donner en Union soviétique l'armée rouge, etc., etc. L'armée est le point central du système. Mais en règle générale, les militaires sont des militaires classiques, qui sont humanistes, qui font la guerre pour l'art de la guerre, qui ne font pas la guerre pour l'élimination. Alors, il faut éliminer toute la couche supérieure de l'armée pour mettre tous les gens, justement, qui sont ce que je vous disais tout à l'heure, des soulards, etc., etc., des gens sans tabou, transgression, etc. D'ailleurs, certains imaginent, j'ai lu ça dans la presse il y a quelques jours, que l'on puisse remplacer les cadres supérieurs de l'armée par des énarques. Les choses ne sont jamais innocentes. C'est ce qu'on a fait en Union soviétique, c'est ce qu'on a fait en Allemagne. Vous savez qu'on commence à penser comme ça. Bien. Puis après, tous les cadres intermédiaires, même chose, promotion de la base. Le plus sadique va connaître la plus grande promotion. Puis on va faire l'alliance entre le politique, qui a éliminé tout adversaire au sein des assemblées, qui retrouve son frère, qui est aussi fou que lui,
aussi machiavélique, et ensemble, ils mettent en œuvre la terreur à la base. Une fois qu'on a le système à 3 niveaux, au niveau de l'État, au niveau du système de répression, puis au niveau de la base, comme je vous le disais tout à l'heure, puisque le maire, par sa fonction même, est complice, eh bien on met en œuvre le système d'élimination. Alors le système d'élimination se passe en 2 temps. Et c'est toujours la même chose. Grâce au maire local, grâce à la police locale, qui prend des noms différents, grâce aux tous espions, on va distinguer dans la masse 2 types d'individus, le bon et le mauvais. Et on va actionner le mauvais pour que ça lui apparaisse tout naturel, l'élimination, y compris par lui-même, du bon, celui qui ne pense pas comme il faut penser. J'ai retrouvé, par exemple, le rapport de la première élimination de masse, place de la Concorde à Paris. C'est un rapport passionnant, parce que c'est la première fois que l'on va éliminer donc massivement des gens, en l'occurrence 18 jeunes Bretons. Ils sont beaux, ils sont élégants, et on doit les promener sur une charrette pour les emmener place de la Concorde. Et la foule, qui est plutôt sophistiquée, c'est la foule de l'Ancien Régime, elle s'émeut en voyant ça. Elle se dit, mais c'est pas possible qu'on puisse le faire. Sauf que Danton a mis dans la foule ce qu'il appelle une claque. Et cette claque a 2 objets. Premièrement, détecter toute réaction négative pour réagir immédiatement. Et deuxièmement, faire applaudir. Eh bien, la foule est tellement terrorisée que la claque n'aura même pas à agir. Il n'y aura pas de réaction, il y aura ce qu'on appelle une sidération. Les gens sont sidérés qu'on puisse comme ça éliminer. Comme, je ne sais pas si vous avez lu les rapports pour la décapitation tant du roi que de la reine. La foule ne bouge pas, elle est sidérée. Comme les Russes ont été sidérés lorsqu'on a pris l'exécution de la famille royale, etc., etc. Les gens sont sidérés et ils se disent, mais demain, puisqu'on a tué le superlatif, demain, ça peut être nous. Donc, ils sont sidérés, fracassés et ils se rétractent. Et c'est ça l'objet premier du terrorisme, faire en sorte que les personnes ne réagissent plus, soient éteintes. Et deuxièmement, soient complices. Et donc, dénoncent. Et que même deviennent bourreaux par peur. Et c'est pour ça qu'on a toute cette politique de stimulation. Vous savez qu'on commence à stimuler la délation. On rentre dans un nouveau système. Ah, mon voisin s'est mal garé. Je vais voir le maire en disant, mon voisin s'est mal garé. Ah, très bien, je vais te donner 1 €. Ça y est, on change de système. Et donc, ça c'est vraiment le système de la terreur. Faire en sorte que tout le monde se méfie de lui-même et de son proche. Ceausescu, souvenez-vous, quand on voit, ou la Stasi, etc., quand on voit les listes, bien. Ça ne résout pas le problème de l'élimination de l'autre. Alors, évidemment, on est toujours dans le phénomène l'élimination de masse au moindre coût. Ça, c'est vraiment une logique qu'on retrouve systématiquement partout. Il faut que cela coûte le moins cher possible au trésor public. La première chose, évidemment, qu'on se dit, c'est essayer d'éliminer les gens le plus proprement possible au moindre coût. Et tout le monde a la même idée. Le gaz. Oh, vous me direz, mais non, Lénine n'a jamais gazé.
Les Français n'ont jamais gazé sous la Révolution. Ben, détrompez-vous. C'est un député français qui s'appelle Fourcroy qui a cette idée géniale. Il est député de Paris, il siège au Parlement, à la Convention. D'ailleurs, la ville de Paris l'honore toujours. Il a sa statue dans une des niches. Et on lui dit, tiens, tu es un grand chimiste, tu ne pourrais pas nous trouver un gaz pour gazer les gens? Puis lui, c'est un bon républicain. Il ne se pose absolument question. Son devoir supérieur, comme l'a enseigné la loi, la terreur, etc., c'est d'éliminer l'autre. Il est au service de la nation. Mais il réfléchit et il ne va pas trouver la solution. Mais il y en a d'autres qui vont faire des expériences. Et on va terminer en disant, bon, on ne peut pas trouver un gaz naturel, et bon, on va trouver un gaz plutôt chimique, on va trouver un gaz naturel. Et on a fait comme ça des expériences en Vendée, on a enfermé des gens dans des grottes, et puis on les a asphyxiés avec des herbes mouillées qu'on mettait à l'entrée de la grotte, et les gens mouraient comme ça asphyxiés. Ou on les mettait dans des bateaux. Ah, qui a entendu parler des pontons de Rochefort? Où on enfumait les gens dans les... Oh, c'était pas grave, ce n'étaient que des prêtres. On a comme ça éliminé des centaines de prêtres, parce qu'ils étaient prêtres, aller sur l'île Madame. Mais c'est la même chose. Lorsque Lénine, il a cette idée en disant, mais il faut éliminer, ben, on va inventer le gaz. Tiens, je crois qu'il faut fermer la porte, parce qu'on m'a dit qu'il y avait un problème de chaleur. Voilà. Alors, qu'est-ce que fait Lénine? Ben, il se dit, c'est simple. On va prendre les camions fermés, et puis avec le pot d'échappement, on va gazer les gens. Et bien c'est la naissance des chambres à Ça veut dire que Hitler n'a fait que sophistiquer le système. Mais après, il y en a d'autres qui vont les utiliser. Pol Pot, etc., va utiliser exactement les systèmes. Aller au colloque de Courtois. Bien. Puis on se dit, bon, on va utiliser d'autres moyens, comme les mines antipersonnelles. C'est la France qui, de nouveau, utilise ça. Et vous retrouvez ça partout, en Union soviétique, en Allemagne, toujours les mêmes systèmes. Puis on se dit, c'est l'empoisonnement de masse. Ben, à coups d'arsenic, de poissons variés divers. Ce qu'on retrouve en Vendée, on le retrouve un peu partout. Bien. Mais tout ça, ça demande énormément d'organisation, énormément de protection. Ben oui, gazer les gens, c'est simple en principe, mais il faut se protéger et c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on arrive à des moyens que j'appelle proto-industriels. Évidemment, le plus pratique, c'est l'élimination par la balle. Ben, c'est la France, 1794. On aligne les gens, pom, pom, pom. Ben, c'est Katyn. Katyn, c'est quoi? C'est l'élimination de tous les cadres supérieurs et intermédiaires de la Pologne. Mais c'est l'Union soviétique, avec l'Ukraine. Pam, pam. Il y en a un qui était tellement usé et qu'il a donné sa démission. Je crois qu'il a éliminé à lui tout seul 15 000 personnes en Ukraine. 15 000. Mais vous trouvez ça partout. Puis après, c'est les moyens artisanaux. Ben, la guillotine. Qui sait que Lénine, Staline, Hitler a utilisé la guillotine? Savez-vous combien Hitler a guillotiné de personnes? 15 000. La pendaison, etc., etc. Toujours les mêmes systèmes. Et puis, bien entendu, ce sont des structures, des superstructures. Des camps de concentration et des camps d'élimination. Les premiers camps de concentration que nous retrouvons dans dans la France contemporaine, eh bien, c'est en Vendée. Camp de concentration et d'élimination, qui est tout près de Saint-Florent-le-Vieil. Système reproduit par Lénine, amplifié par Staline. Je prends un exemple, il faut faire attention aux dates, c'est pour ça que la chronologie est importante. Hitler prend le pouvoir quand? Le 30 février 1933. Fondation de Dachau, qui le sait.
crois que c'est mars 1933, 2 mois après. D'où vient le camp de concentration de Dachau? Eh bien, il vient de l'Union soviétique. C'est un transfert de camp. Même idéologie, même méthode, même moyen, etc., etc. Puis on va retrouver ça un peu partout, dans tout le monde communiste. Et puis une fois qu'on a fait ça, l'élimination de masse, dont fait partie ce qui s'est passé à Orange avec les religieuses. Pourquoi est-ce qu'on élimine les religieuses, qui sont des saintes femmes, qui font de mal à personne? Mais tout simplement parce qu'elles sont. Elles sont. Et parce qu'elles sont, elles n'ont plus le droit à l'existence. Parce que par nature, elles ne peuvent être que contre le système, comme elles ont refusé d'adhérer par le serment constitutionnel. Eh bien, ça devient des dangereuses contre-révolutionnaires. Et c'est pour ça qu'on peut les condamner à mort. Et en fait, ceux qui défendaient la liberté, ben, ce sont elles. Et monsieur le maire, lorsque vous leur érigez un monument, ben, ça veut dire que vous défendez la liberté. Et vous honorez à travers elle la liberté, l'obligation de résister à toute forme de terreur. Puis une fois qu'on a fait ça, eh bien, il faut s'emparer de la communication. Il faut faire adhérer les journalistes. Il faut faire adhérer les médias. Tout ça s'évole. Tout le monde qu'à être acheté. Et puis c'est pour ça qu'on envoie des gens de politique qui ne font que ressasser le discours officiel. Puis bien entendu, il faut s'emparer de toutes les superstructures de la nation, le gouvernement, de tous les systèmes de reproduction, notamment de la culture, et bien entendu de l'éducation nationale. Et c'est là où on rentre dans la 4e dimension, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire en sorte que les bourreaux deviennent les victimes et les victimes deviennent des bourreaux. J'ai fait ce travail pour la Vendée à travers un livre qui s'appelle « La Vendée du génocide au mémoricide ». Et c'est vrai que lorsque j'allais en Pologne, lorsque j'allais en Roumanie, derrière le rideau en Allemagne de l'Est, avant 1989, j'étais toujours surpris par cela. Je me dis, mais comment c'est possible qu'on fasse par exemple d'un père comme Popescu un criminel et qu'on justifie son élimination parce que c'est un criminel et qu'on étudie la vie du père Popescu, c'est un homme bon, c'est un homme généreux, c'est un homme qui clame l'amour, mais l'amour chrétien. Et on en fait un monstre. Et lorsque j'arrive sur la Vendée, je constate la même chose. C'est-à-dire qu'on a fait des Vendéens des criminels, des contre-révolutionnaires, des anti-républicains, et qu'on a mis en place contre eux tout un système d'élimination de masse. Et pire, on les a humiliés. Pire, on les a tués une 2e fois. Et je me dis, mais est-ce que c'est une évolution naturelle ou est-ce qu'il y a des mécaniques à cela? Ce matin, puisque je suis en train de préparer un livre sur la nature profonde de la Révolution française, je suis allé à Bédoin. Je le dis parce que j'étais effrayé par ce que j'ai vu. Vous connaissez l'histoire de Bédoin, la ville rasée, la ville infâme, etc. On a éliminé la population, on a rasé le village, on l'a divisé par 4, on l'a redistribué aux communes circonvoisines, etc. Et là, j'arrive à la mairie, drapeau tricolore, et tout. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé ici, sur la Révolution? On me dit, j'en sais rien. Alors je cherche, j'essaie de comprendre. Puis je vais place de la République.
Et je découvre, place de la République, une colonne sur le lieu même où on a exécuté des dizaines de paysans, des curés, etc. Place de la République. Et puis je vais au syndicat Initiative, et là, enfin, je tombe sur quelqu'un qui me dit « Ah oui, vous êtes d'où, vous ?»« Ben, je viens de Bretagne. »« Ah, vous êtes un étranger. Et c'est pour ça que vous vous intéressez à notre histoire. » « Ben oui. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à rendre hommage au bourreau en niant totalement la victime? » Elle me dit « Mais vous savez, ça me fait plaisir de vous entendre, parce que je ne peux même plus en parler. Lorsque je dis les choses, eh bien, immédiatement, on me renvoie en disant « Ah, t'es royaliste, etc. » Mais non, c'est pas le problème. Les gens se sont battus pour être... Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé dans le comtat vénissin? C'est-à-dire qu'on s'approprie une terre qui appartient à une puissance étrangère, en l'occurrence les États pontificaux, et on oblige les gens à penser français malgré eux. Et en plus, à adhérer à la Révolution avec tout cela. Mais les gens disent non, et c'est évident. C'est évident. Ça ne peut pas être autrement. C'est une spoliation matérielle. C'était une propriété privée, hein, le comtat vénissin. En plus, ça appartenait à une puissance étrangère. Mais la loi, conformément à la loi, vous voyez, toujours, on est dans la subjectivité de la Déclaration des droits de l'homme. Et on oblige les gens à penser différemment. Et là, je me dis, mais c'est incroyable. Là, on est en face d'un mémoricide total, complet. Alors, la semaine dernière, je vous disais, j'étais à un colloque sur le premier centenaire de la Révolution française. Et là, je me suis rendu compte que le mot que j'ai inventé il y a 25 ans, mémoricide, est un mot qui s'est répandu comme ça à travers tous les blocs de l'Est, que reprend d'ailleurs Courtois dans son livre sur Lénine, et que ces gens qui ont vécu 70 ans de terrorisme ont essayé, toujours en conscience partagée, de se dire comment peut-on subsister en ayant eu un tel fracas sur le coup, sur le moyen terme et sur la longue durée. Et notamment la Pologne, qui est totalement décriée à l'heure actuelle, vomi par tous les médias français nationaux. Et lorsqu'on avait le représentant de la Pologne qui nous expliquait qu'ils étaient en train d'essayer, comme on a dénazifié l'Allemagne, d'essayer de décommunaliser, je ne sais pas comment on peut dire, décommuniser la Pologne. Et la première chose qu'ils ont faite, eh bien, c'est de faire tomber le bourreau de son piédestal, c'est-à-dire Lénine, Staline. Et c'est pour ça que un peu partout, ils nous ont dit les chiffres, je ne les ai plus en tête, ils ont déboulonné, ils ont arraché. Et puis, comme je vous disais, que la terreur s'exprime par tous les moyens possibles et inimaginables, les noms de rue. On rendait, comment dire, on honorait à travers les noms de rue les bourreaux des gens qui avaient exterminé localement la population, comme on le fait toujours en France. Si je vous dis Carnot, je ne sais pas si vous avez une rue Carnot ici, mais Carnot, c'est un criminel contre l'humanité. Carnot, c'est celui qui a signé l'ordre d'élimination et d'anéantissement de la Vendée, mais pas seulement de la Vendée, à peu près de toute la contre-révolution en France. C'est Carnot, Lazare Carnot, qui est le bras armé de la Révolution française. Mais si on peut citer d'autres noms, le général Turreau, il a son nom sur l'Arc de Triomphe. Il a son nom, il a donné son nom à une caserne, ce nom de rue, Robespierre. Et il y en a même qui pensent ériger un musée en son honneur à Arras. Il y en a même des hommes politiques, et je ne vais pas les citer, qui proclament leur amour pour Robespierre et à ses méthodes terroristes, ne comprenant pas lui-même qu'il se faisait, qu'il devenait lui-même terroriste par son propre propos. Et je pourrais en citer beaucoup d'autres. Barère, Honoré,
avec son mausolée. Mais c'est la même chose que vous trouvez dans tous les pays qui continuent, qui ont prolongé la Révolution française. Si vous allez par exemple en Turquie, vous avez les places Talat Pacha. Talat Pacha, c'est qui? C'est celui qui a organisé, planifié l'extermination des Arméniens. Il a son mausolée sur la colline de la Liberté. Vous voyez, toujours les mêmes mots. Mais c'est la même chose si vous allez en Chine, si vous allez encore regarder Lénine, toujours honoré sur la place rouge, etc. Alors ils se sont dit, nous, on va arracher les statues, arracher les plaques et redonner les anciens noms ou ceux qui ont fait de la résistance pour être. Et puis ensuite, comme vous le faites ici, ériger des monuments pour bloquer l'acte mémoricidaire. Bloquer l'acte mémoricidaire. Et ça, ce que vous faites, monsieur le maire, c'est ça. Vous bloquez l'acte mémoricidaire en rendant hommage aux victimes. Pour dire aux bourreaux, au-delà des siècles, eh bien, vous serez toujours reconnu comme bourreau et la victime toujours reconnue comme victime. Vous croyez avoir gagné, mais vous avez perdu, au moins sur le long terme. Et grâce à votre statut que j'ai vu tout à l'heure en image, eh bien, vous allez réveiller des consciences. Parce qu'il va falloir que les gens, lorsqu'ils se retrouvent devant ces statues, se disent « Mais pourquoi on les a éliminés ?» L'argument, c'était des religieux et insatisfaisant. Donc, ils sont obligés d'aller au moteur. Ce matin, je suis allé à Bolène, à Bénoin, dans la petite chapelle où on a la liste des gens, qui est fermée. Hein. Pour l'ouvrir, il faut aller quémander la clé, alors que ça devrait être sur la place de l'église avec ces listes de gens qui n'ont été éliminés que parce qu'ils étaient. Vous voyez ce que je veux dire? Ça devrait être public. Ben, c'est fermé, caché, acte de mémoricide. Là, vous la mettez sur une place publique, visible. On ne peut pas la rater. Je vois bien où est votre théâtre. Je vois bien cette place, on ne peut pas la rater. Chaque habitant, chaque étranger qui va venir va être obligé de réfléchir. Donc s'il réfléchit sur ça, il va être obligé de réfléchir sur la nature profonde de l'acte criminel qui a mené cette élimination. Mais à travers elle, ce qu'a été la Vendée, etc., etc. Si vous allez au Puy du Fou, j'en parlais tout à l'heure avec toi. Non, je ne sais plus. Bon. Quand vous allez voir le dernier panache, vous êtes obligé de vous arrêter. Parce que le dernier panache du Puy du Fou, allez voir ça. Qu'est-ce qu'il dit simplement? Il présente les lois d'extermination et d'anéantissement. Savez-vous, je reviens à la France, que nous sommes le seul pays au monde, dans un État contemporain, même dans toute l'histoire, à avoir conçu, voté, planifié l'extermination d'une partie de nous-mêmes, c'est-à-dire la Vendée. Savez-vous que cette loi n'a jamais été retirée ou jamais été abrogée et que cette loi fait toujours partie de notre arsenal juridique? Alors vous me direz quelle est la différence entre le retrait et l'abrogation. C'est une subtilité juridique. Le retrait, c'est ce qu'a fait Charles de Gaulle en 1944, en disant toutes les mesures, les lois, etc., prises par Pétain, je considère qu'elles n'ont jamais existé. Donc on les gomme. C'est un retrait. Là, en l'occurrence, l'abrogation, c'est-à-dire qu'on abroge les lois. Et les lois pour la Vendée n'ont jamais été abrogées. Et lorsque nous sommes passés devant la commission du Sénat, on nous a dit, pour commencer, on a commencé à rigoler, en disant la France, pays des droits de l'homme, ne peut pas avoir commis de tels crimes. Vous êtes séchériens. J'étais fier. J'étais moi-même. Pas mal. Et on leur présente les lois. Ah! Donc on nous a expliqué que, par nature, elles étaient tombées en désuétude. Ce n'est pas parce qu'une loi est tombée en désuétude qu'elle ne peut pas être réactivée. Je prends un exemple précis. Savez-vous sur quelle base juridique on a déporté les Juifs parce qu'ils étaient Juifs? Eh bien, sur des lois de la Révolution française, qu'on a repris
et qu'on a remis à l'ordre du jour. Bien. On nous a expliqué ensuite que la peine de mort avait été abolie en France. Oui, mais pas collective. C'est la peine de mort individuelle et pénale. Donc, ce qui s'est passé en Vendée n'a pas été abrogé. Puis ensuite, on nous a expliqué que ça avait été retiré à la suite de l'affaire Pétain. Pas du tout. Ça veut dire que nous sommes le seul pays au monde à avoir dans notre arsenal juridique des lois d'extermination et d'anéantissement. M. Macron peut très bien décider, sans passer devant le Parlement, qu'on va éliminer Philippe de Villiers, toute sa cohorte de Vendéens. C'est légal. Ça peut vous sembler surprenant, et pourtant, oui, j'exagère, enfin, quoique. C'est ça, les âmes de la terreur. C'est-à-dire que vous avez la quatrième dimension, qui fait qu'on laisse les choses et qu'on manipule en conscience toujours les choses. Et c'est pour ça, notamment, eh bien, qu'on arrive à la manipulation de l'histoire. C'est un acte mémoricidaire. Et c'est un acte terroriste qui est la fille de ce que la France a fait en 1789, 90, 91. Je vous prends un exemple. Monsieur Mitterrand, en étant élu en 81, puis réélu en 88, décide de faire de la commémoration de la Révolution française un événement mondial. Toujours le mythe de la Révolution universelle. Pour ce faire, il choisit un certain nombre de responsables de cette commémoration, d'ailleurs qui, de manière surprenante, meurent les uns après les autres. Et puis on commence à s'organiser par rapport aux manifestations, puis on se dit « Ouh, aïe, 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 aïe. » Commémorer, c'est dire. Dire, c'est révéler, et révéler des vérités. Donc, on peut commémorer, il voulait commémorer ça sur 10 ans. Puis il y a des gens qui ont dit « Oh là là, vous savez, il y avait une alliance socialo-communiste » avec le fameux Jospin qui expliquait qu'il était fier d'avoir des communistes au sein de son gouvernement, je rappelle ça, des criminels contre l'humanité. On peut commémorer 89, mais si on commence à 90, ça devient un peu chaud, 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 puis 92, 93, ouf, c'est la Vendée. Eh bien, on va tout rassembler en 89, et on ne parlera plus de la commémoration après. C'est un acte mémoricidaire. Parce qu'on parle que d'une étape, mais on gomme le reste. Et donc, certains, on s'est dit, on va aller plus loin dans le mémoricide. Je pense à Péon, je pense à Attali, qui se disent, on va créer l'homme nouveau, toujours, par la violence, malgré les Français, malgré eux. Et ceux qui vont vouloir faire de la résistance, on va les sanctionner pénalement, etc., 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 en disant simplement, vous savez, la France, c'est un pays helléno-judéo-chrétien. On n'a même plus le droit de dire ça. On n'a même plus le droit d'ériger une croix sur un espace public. Regardez ce qui vient de se passer à Ploërmel. Je raconte l'histoire. Un grand sculpteur américain, russe, a offert à la ville de Ploërmel la statue de Jean-Paul II dans une mandorle surmontée d'une croix. Un monument d'envergure internationale. Du jour au lendemain, Ploërmel est devenu célèbre au niveau international. Des laïcards ont déposé plainte devant les tribunaux puisqu'il y avait érection d'une croix sur un domaine public, contrairement à la loi de 1905,
puisque la loi de 1905, entre autres, prévoit qu'on n'ait plus le droit d'ériger une croix sur un espace public. Le procès a traîné, le maire a fait de la résistance, il a perdu, puis gagné, etc. Puis c'est allé au Conseil d'État. Et là, le jugement est assez curieux, parce que le Conseil d'État accepte la statue de Jean-Paul II, qui est en tenue, évidemment, religieuse. Ah ben oui, il n'est pas protestant. Par contre, on interdit la croix. Ça veut dire qu'on demande à la ville de Ploermel de scier la croix, ce qui remet bien entendu en compte l'unité de l'œuvre et bien entendu le respect de l'œuvre. Et jusqu'où va le mémoricide? Et je ne parle pas au niveau de l'Europe, lorsque on avait demandé à mettre dans la Constitution européenne comme quoi l'Europe était de tradition judéo-helléno-chrétienne, des racines chrétiennes. Qui s'est opposé à cela? Chirac. Acte de mémoricide, etc., etc. Alors, on est allé encore plus loin, puisqu'on a décidé de déraciner le français à la base. Et là, je vois deux grandes réformes. On est toujours dans le terrorisme, hein, prolongement du terrorisme. On a décidé de deux grandes mesures. Premièrement, on a profité de regroupements de régions pour effacer toute trace d'identité provinciale, régionale. Je prends un exemple qui est le mien, celui de la Bretagne. La Bretagne, c'est 5 départements français avec la loi atlantique. Depuis la création des provinces, par Philippe Pétain d'ailleurs, la loi atlantique a toujours été exclue. Pour des raisons, on m'explique au niveau gouvernemental, parce que la Bretagne pourrait être la Catalogne de demain. Et donc, dans la dernière réforme, eh bien, François Hollande a toujours gommé l'appartenance de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Et on appartient toujours, les habitants de Loire-Atlantique, au Pays de Loire. Mais regardez les nouveaux noms qui ont été donnés, Hauts-de-France, je ne sais pas quelle est la région ici, mais ça doit être le Languedoc. Vous avez vu l'Aquitaine, jusqu'où ça va, c'est un truc complètement aberrant. Puis ensuite, on va profiter des regroupements de communes pour gommer tout ce qui fait un rappel religieux ou historique des communautés. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de mon propre village, la Chapelle-Basse-Mer. Alors la Chapelle-Basse-Mer a un énorme inconvénient, c'est que c'est le seul village vendéen qui a été étudié en profondeur, et c'est grâce à cette étude en profondeur qu'on a pu identifier le caractère génocidaire de la Vendée. C'est donc un village fondamental pour l'entendement, la compréhension de l'histoire. Et le maire a décidé que comme le nom Chapelle et Basse-Mer était trop religieux et trop historique, on allait lui donner un nouveau nom. Alors pourquoi Chapelle-Basse-Mer? Parce qu'au Xe, XIe siècle, le seigneur de Basse-Mer a mis au sein de son village une chapelle, qui a été confiée d'ailleurs aux moines de Marmoutier, pour créer une nouvelle entité, un nouvel village. Donc, Chapelle-Basse-Mer, c'est-à-dire chapelle au centre d'un vaste territoire, Basse-Mer. On lui a donné un nouveau nom, et on le définit par le fluide, mais périphérique. C'est-à-dire qu'on lui a donné comme nom Divade-sur-Loire. Complètement aberrant. Divade, c'est une petite rivière morte, et la Loire, c'est là où on a exterminer une partie de la population sur la Révolution. Et tout à l'heure, je disais, c'est comme si on avait appelé Israël Dachau sur mer morte. C'est de même nature. C'est un truc, mais criminel, pathologique même. Et donc, on profite de la nouvelle communalité pour gommer tous les noms. Et à l'ouest, c'est terrible, comme les habitants ont beau se révolter, etc. Rien n'est fait. Et puis on va aller encore plus loin dans le système pour gommer les racines
D'ailleurs, c'est quoi l'identité, tiens? Quelques mots. Savoir d'où on vient, c'est-à-dire l'histoire, la maîtrise du français, savoir qui on est à l'instant T, savoir où on veut aller ensemble. Donc on a décidé de supprimer l'identité en France. Acte de mémoricide. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on tue la maîtrise du français, c'est la méthode semi-globale ou globale. On tue la réflexion, c'est la philosophie. Et puis on tue la connaissance, c'est l'histoire. Tout pays terroriste a utilisé la même méthode. L'histoire, c'est quoi la reproduction de l'histoire? La chronologie, la cartographie, les événements et les hommes. Eh bien, c'est pour ça qu'on a créé de toutes pièces la méthode d'histoire qu'on appelle thématique. Plus de chronologie, plus d'événements, plus d'hommes, plus de cartographie. Terminé. Plus d'histoire. Eh bien, on déracine les Français. Et demain, on va leur dire, tranquillement, vos ancêtres étaient des habitants du Centrafrique. Et les Français ne sauront pas que ce n'est pas ça. Comme hier, on a enseigné aux Soviétiques que leurs ancêtres, c'était les partisans de Babeuf ou je ne sais pas quoi. Comme pour les nationaux-socialistes, que leurs ancêtres, c'était, vous savez qui, les Aryens, etc. C'est exactement la même chose. Tout système terroriste utilise les mêmes méthodes. Et c'est bien pour ça qu'il faut résister à cette nouvelle éducation. Et c'est bien pour ça qu'il faut stimuler les écoles hors contrat, etc. Il faut se battre pour ça, parce que la liberté, à la fois individuelle et collective, elle est là. Elle n'est pas ailleurs. Et je ne suis pas contre-révolutionnaire en disant ça. Je suis un homme de liberté. Je me bats pour la liberté. Je me bats pour la libre pensée. Pour la libre pensée en conscience. Et c'est pour ça que c'est important de bloquer, surtout de le dénoncer, en disant, vous faites ça, parce que vous voulez faire cela, parce que vous voulez nous entraîner vers cela. Et nous, on ne veut pas. On veut avoir notre conscience, on veut être libre. Pourquoi croyez-vous que l'État se soit toujours battu pour le monopole de la communication? Pourquoi croyez-vous que l'État donne autant d'avantages fiscaux et autres aux journalistes, etc. Pourquoi croyez-vous que les journaux soient autant subventionnés? Parce qu'ils sont inféodés au pouvoir, quel qu'il soit. Regardez la dernière campagne sans faire de politique. C'est une campagne hallucinante. Qui a fait le président de la France? C'est sûrement pas le citoyen. Ce sont les médias. Etc., etc. Donc, il faut se battre pour ça. Et d'ailleurs, je suis surpris que pour une conférence d'une telle importance, on soit aussi peu nombreux. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est les gens ne se rendent pas compte ils ont le cerveau lobotomisé. Il faut se battre pour avoir le droit à la différence, pour penser autrement, pour dire aux terroristes, non, on ne veut pas mourir. On n'accepte pas d'être victime. Et c'est pour ça qu'il faut bloquer ce que vous faites, les choses, localement. Et c'est pour ça qu'il faut travailler en créant des universités privées, etc., etc. Il faut œuvrer pour ça. Soutenir les gens qui se battent pour la liberté, pour bloquer ce terrorisme qui est toujours le nôtre. Et donc, les Polonais, pour conclure, ont fait un énorme travail et ils sont même arrivés à une chose assez extraordinaire. Parce que l'idée, c'est toujours faire mourir l'autre de foi. L'acte de la mort, c'est ce qui s'est passé avec les religieuses, mais aussi par l'inversion des choses, on les tue une deuxième fois. Enfin, vous leur redonnez vie. Et en Pologne, ils vont encore plus loin. Pour chaque victime, ils font des tombes avec les noms dessus. Chaque victime, il faut des noms. Et ça, c'est extraordinaire.
Ils font partout des mémoriaux. Partout, ils font un énorme travail pour redécouvrir les charniers, etc. Pour redonner la juste place à la victime. Et regardez, cette politique est une politique toute simple, naturelle, comme elle est décriée par des politiques, ne serait-ce qu'en France, je ne parle pas de l'Europe, et par nos journalistes. Regardez tout ce qu'on peut dire pour la Pologne, qui pourtant a été prise entre deux lames d'acier féroces, communistes, nationaux-socialistes, communistes, 60 ans. Et ils n'ont même plus le droit encore de dire qu'ils souffrent et qu'ils veulent dénoncer le bourreau et rendre hommage aux victimes, comme vous ici. Vous n'avez pas le droit de dire on veut rendre hommage aux victimes parce qu'elles étaient victimes.